Depuis 1999, le voile d'opacité recouvrant l'atroce guerre civile qui ensanglante l'Algérie depuis 1992 commence à se déchirer. Des documentaires, des livres, des reportages et des témoignages ont confirmé la responsabilité écrasante, dans cette tragédie interminable, des hauts responsables de l'armée algérienne, dirigés par le général Mohamed Lamari, et des services secrets, c'est-à-dire le département de renseignement et de sécurité, ou le DRS, successeur de la sécurité militaire, dirigé par les généraux Mohamed Medien, dit Toufiq, Ismaïl Lamari, dit Ismaïl. Deux témoignages émanant d'anciens officiers du DRS ont particulièrement frappé l'opinion. D'abord, celui du colonel Mohamed Saamraoui, qui accorda une longue interview à la chaîne arabe Al Jazeera, le 5 août 2001. Il a notamment déclaré que le GIA, groupe islamiste armé, est la création du pouvoir. Ils ont tué des officiers, des médecins, des journalistes et beaucoup d'autres. L'intérêt des généraux est d'appliquer la politique de la terreur pour casser les revendications légitimes du peuple, celle de partager le pouvoir. Encore selon Saamraoui, entre 1993 et 1994, le GIA n'était pas complètement contrôlé par les services. Cela a changé après l'arrivée de Jamel Zeytouni à la tête du GIA, en fin 1994. Car Zeytouni avait été recruté début 1993 dans un camp du Sud où il était détenu. Une nouvelle phase de la guerre a commencé mi-1996. Les généraux ont continué à utiliser la violence des GIA et des milices pour asseoir leur pouvoir par la terreur et pour gérer leurs conflits. C'est la période des massacres. Certes, il y avait des groupes islamistes radicaux tout à fait autonomes qui ont commis des atrocités. Mais une grande partie des assassinats et des massacres attribués aux islamistes depuis 1992, et plus encore depuis 1997, est l'œuvre directe ou indirecte d'hommes qui relevaient organiquement des structures de sécurité. Le témoignage du commandant Hicham Aboud est tout aussi frappant. Il explique ainsi: comment ces généraux, qui disent sortir des grandes écoles de guerre françaises et russes, n'arrivent-ils pas en 10 ans à éliminer des bandes armées commandées par des tauliers, des marchands de poulets et autres repris de justice? Ce n'est plus un secret pour personne. Le terrorisme intégriste est leur produit, leur instrument et leur allié le plus sûr pour maintenir leur domination sur le peuple algérien. La politique de l'infiltration et de la manipulation est l'arme absolue utilisée par les services du général Toufiq et du général Smaïn. Les groupes terroristes sont créés et dissous au gré des conjonctures et des événements. L'intégrisme n'a jamais constitué un ennemi pour la mafia des généraux. Bien au contraire, ils s'en servent pour perpétuer leur pouvoir, perpétrer leurs crimes et réprimer toute opposition à leurs desseins. Leurs assassinats sont mis sur le compte des GIA, qui ne sont en fait qu'un produit sorti de leur laboratoire. Pourquoi la France a pu pendant si longtemps rester relativement indifférente au drame qui se déroule à 2 heures d'avion de Paris? Après tout, les gouvernements français qui se sont succédés dans la période de la décennie noire sont parfaitement informés par les services de renseignement de la nature réelle de la sale guerre, de la torture généralisée, des escadrons de la mort, de la misère dans laquelle a été plongée la population et de la corruption qui gangrène le corps social et permet à une infime minorité de s'enrichir scandaleusement. Les services secrets français disposent de longue date de moyens d'écoute sophistiqués qui lui permettent d'intercepter les communications des forces de sécurité algériennes. D'autre part, leurs liens historiques avec la sécurité militaire algérienne leur ont toujours assuré un excellent niveau d'information sur les actes et les motivations de ses interlocuteurs. Et au-delà, les liens entre les responsables politiques et économiques des deux pays sont permanents. Il n'est pas exagéré de dire que pour les véritables dirigeants algériens, la capitale de leur pays est Paris, où certains séjournent presque plus souvent qu'à Alger. Mais alors, pourquoi le silence de la France, soi-disant patrie des droits de l'homme? Pourquoi, tout au long de ces années,
les autorités françaises et européennes ont-elles préféré faire comme si les gouvernements successifs, issus depuis 1992 de coups de force ou d'élections truquées, représentaient authentiquement la démocratie algérienne? La réponse à cette question se résume à la corruption. Le cœur de ce système complexe de la France-Algérie est sans conteste l'argent. On le sait, l'économie algérienne est totalement dépendante des exportations de pétrole et de gaz, qui représentent 97% des exportations et 60% du revenu fiscal de l'État. La production nationale de biens de consommation est faible, donc l'essentiel doit être importé. Depuis les années 80, la poignée de généraux qui contrôlent le pouvoir s'est personnellement accaparée de 10 à 15% de ces flux d'exportation de pétrole et d'importation de biens de consommation. Ce que résume sobrement en ces termes l'ancien ministre du Commerce Smaïl Goumziane. De l'aveu même du président de la République, le commerce extérieur du pays serait entre les mains de 10 à 15 personnes. Par ce biais, on estime qu'1,5 milliard à 2 milliards de dollars fuit le pays chaque année. En 30 ans, ce sont ainsi quelques 30 à 40 milliards de dollars de richesse nationale qui se sont allés se loger dans les comptes numérotés de quelques banques internationales vertueuses, ou s'investir hors du pays dans l'hôtellerie, dans l'immobilier ou dans le négoce international. Des gens qui ont utilisé leur position dans le pouvoir pour faire des affaires et qui n'ont même pas eu la décence d'investir ce qu'ils ont volé ou gagné en Algérie. Ils investissent en achetant des hôtels boulevard Saint-Germain ou en achetant des affaires aux États-Unis ou au Canada. Ils n'aident même pas, leur vol n'aide même pas, par l'investissement, à construire une économie nationale. D'autre part, l'Algérie est un fournisseur important de la France et de plusieurs États de l'Union européenne pour le gaz et le pétrole. Il est donc important pour ces pays européens d'assurer la sécurité de ces approvisionnements. Ce système de corruption est donc le moteur fondamental de la sale guerre que les décideurs militaires ont menée contre leurs compatriotes durant les années 90. Sa fonction première est de briser et d'éradiquer tous les germes qui pourraient entraîner le peuple dans une révolution, risquant de mettre fin à leurs privilèges et de tarir définitivement les sources de leur fortune. Ce système de corruption, qui assurément existe encore aujourd'hui, ne pourrait fonctionner sans complicité en France, premier partenaire commercial de l'Algérie. Comme l'a rappelé Lucile Provost, c'est en premier lieu par rapport à la France, aux firmes françaises, aux intermédiaires qui travaillent avec elles, que le pouvoir algérien organise la mise sous contrôle de l'économie. C'est le plus naturel. Les entreprises françaises sont sur place, les hommes se connaissent. Ce sont donc de véritables réseaux d'influence politico-économique qui se sont mis en place avec l'ancienne métropole et qui existent encore aujourd'hui. Le sang de dizaines de milliers d'Algériens a été versé pour que ce système de corruption perdure à l'abri du secret. On comprend donc que ceux qui cherchent à le démanteler risquent leur vie. L'exemple emblématique en est, rien moins, celui du président Mohamed Boudiaf. Après la démission du président Chadler Ben Jdid le 11 janvier 1992, le pouvoir a décidé, le 12 janvier, d'annuler le second tour des élections prévues pour le 16 janvier. À la suite de la victoire, au premier tour, le 26 décembre 1991, des islamistes du Front islamique du Salut. Suite à ce coup d'État, les généraux du cabinet noir ont convaincu Boudiaf de prendre la tête de l'État. Boudiaf avait décidé d'enquêter en profondeur sur les circuits de corruption du cabinet noir. Il s'est créé des conditions en Algérie où s'enrichir, ça donnait à la corruption, au privilège, c'est devenu quelque chose de normal. Et l'exemple vient d'en haut. Boudiaf a fait un tabac, si je peux m'exprimer ainsi, à partir du moment où il a commencé à parler de la mafia politico-financière. Il avait envoyé à Paris, en juin 1992, 5 officiers de confiance pour obtenir du Premier ministre Pierre Bérégovoy les informations détenues par ses services sur ces circuits et leurs bénéficiaires. Cette demande ignorée, les 5 hommes retournent à Alger les mains vides. Ils sont tous assassinés, bien sûr par des prétendus islamistes. Quelques jours après, c'était le tour de Boudiaf lui-même. Les généraux du cabinet noir organisent son assassinat le 29 juin 1992.
À la suite de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, le docteur Saïd Saadir, alors chef du RCD, lance une initiative visant à rassembler les Algériens démocrates de toutes les tendances autour d'un projet commun, le Mouvement pour la République, le MPR. Ce mouvement se présente comme l'héritier du flambeau démocratique porté par Boudiaf et s'emploie à défendre les valeurs républicaines. Chaque année, il organise des commémorations en mémoire du président disparu, tout en réclamant avec insistance l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur les véritables commanditaires du crime. En 1994 à Alger, lors de la marche marquant le 2e anniversaire de l'assassinat de Boudiaf, Saïd Saadir échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Deux grenades coûtent la vie à 2 de ses gardes du corps et fait 70 blessés. Nombreux soupçonnent alors les services secrets algériens, accusés d'avoir orchestré cette attaque. L'attentat signale la fin du MPR, réduisant au silence l'unique mouvement qui osait réclamer justice et vérité sur la mort de Mohamed Boudiaf. Depuis lors, plus aucune organisation n'ose porter cette exigence au grand jour. Ils pourront tuer autant qu'ils voudront, mais l'Algérie jamais n'abdiquera. On n'a pas peur, on ne nous fera pas plier, on ne nous fera pas taire. On dira toujours notre rage contre un système qui a ruiné le pays et qui aujourd'hui encore recompose avec l'intégrisme assassin. Ils veulent mettre l'Algérie à genoux, elle ne le sera jamais.